Bonsoir, jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1. Pendant 2 heures, c'est vous qui composez entièrement le menu de l'émission en fonction de votre humeur du moment. Ce soir, c'est Asiba et Julie qui vont vous accueillir au 39 21 et Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez évidemment également y participer en nous adressant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Jean. Bonsoir. Je suis un tout petit peu ému de vous avoir en direct. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Je vous écoute assez souvent, quand je peux. C'est vrai que que je travaille de matin à 6h pour je travaille en banlieue, donc ça fait des nuits un peu courtes. Donc ouais, c'est des nuits quand même assez courtes, donc le temps de prendre le train, le tram, tout ça, etc. Donc voilà, je suis fonctionnaire. Alors, je suis fonctionnaire depuis 30 ans. Oui. J'ai été reconnu pendant des années. Oui. J'ai fait beaucoup de postes. Je vais pas les citer toutes les villes que j'ai faites. Et puis là, il se passe un gros problème. Là. C'est-à-dire que là, j'étais en détachement dans un lycée. Je vais pas le citer, sur Paris. Oui. Et avant, je travaillais toujours dans la collectivité où c'est que je suis actuellement, étant fonctionnaire. Bon. Et là, je suis revenu. Ils m'ont demandé de revenir, de laisser mon détachement et de revenir sur cette collectivité, en me proposant, bien sûr, vu que je suis pratiquement agent de maîtrise, donc en me proposant un grade assez, beaucoup plus haut. Oui. Et je me suis retrouvé, et pourtant je suis pratiquement agent de maîtrise, et je me suis retrouvé en train de balayer. Et je me retrouve en train de balayer des rues. Donc c'est ce que ma directrice veut que je fasse actuellement. Donc il s'est passé un gros clash cet après-midi. Elle n'a pas voulu me parler parce qu'elle veut pas me parler, cette personne-là. Donc elle a envoyé des personnes à elle. Elle a envoyé des personnes parce qu'elle veut pas me parler. Donc elle a envoyé d'autres personnes, des médiateurs. C'est ce que j'appelle, moi, des gens qui me surveillent, alors que moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je suis un des gens qui travaille le plus, disons, avec mon collègue, et on comprend pas pourquoi elle est comme ça. Elle me dit pas bonjour, elle me dit plus rien, elle me zappe pendant. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste là, avec elle? Non, mais j'ai compris que ça fait 30 ans que vous êtes fonctionnaire, mais avec elle, vous avez rencontré ce problème. Moi, je la connais depuis 6 ans. Bon, mais... Oui, mais si vous avez vous êtes au niveau agent de maîtrise, comment se fait-il que vous vous retrouviez à balayer? Voilà, exactement. Enfin, je suis pas agent de maîtrise même. Je suis agent technique principal première classe au taquet. C'est-à-dire que je suis juste en dessous de l'agent de maîtrise. Hein. C'est-à-dire que par promotion sociale, ils peuvent me passer agent de maîtrise. Hein. Mais avec tous les mauvais rapports qu'elle est en train de me faire, hein, parce que dès que vous dites un tout petit peu de vérité, madame prend très mal. Elle veut pas me voir, elle veut pas me parler, il n'y a pas de dialogue, donc elle passe soit par des personnes à elle, ou soit par un agent de maîtrise qui travaille régulièrement avec nous. Mais elle, je peux pas la voir. Elle veut pas discuter avec moi. Elle me dit jamais bonjour. Mais vous savez pourquoi? Quelle a été l'origine du différend? Qu'est-ce qui s'est passé? L'origine du différend, oui, c'est que quand je suis arrivé au début, là, oui. Quand je suis reparti du lycée, là où je suis, là, oui. Enfin, où j'étais, là, j'étais pas d'accord pour une certaine chose, et elle a mal pris, parce que j'ai dit certaines vérités, et depuis là, elle m'a pris en grippe. Mais quelle vérité avez-vous dit? Ben moi j'ai dit des choses que il y avait un poste de de chef d'équipe, et elle savait très bien qu'il y avait un poste de chef d'équipe, elle me l'a pas proposé. Et elle m'a fait venir comme simple agent,
alors que normalement moi je méritais pour ce poste-là. Elle a fait venir, si vous voulez, une autre personne d'ailleurs. Donc vous étiez très déçu qu'elle ne vous propose pas ce chef d'équipe, mais là Exactement. vous dites que vous lui avez dit ces 4 vérités, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a fait venir le médecin de travail parce qu'elle croyait que j'étais fou. Oui, donc vous avez un peu craqué quand même. J'ai craqué. Oui, d'accord. Elle a fait venir le médecin du travail. C'est comme si, alors mon collègue, quand il a vu, et qui m'aime bien, et quand il a vu qu'il y avait la médecine du oui, mais travail... pourquoi elle a cru que vous étiez fou? C'est-à-dire, pour que Jean, il faudrait que vous me donniez un peu quand même toutes les données pour que je comprenne. C'est-à-dire, ça vous a mis en colère que ce poste vous passe sous le nez? C'est-à-dire, ça, vous avez... quelle attitude avez-vous adoptée pour qu'elle fasse venir le médecin du travail? C'est-à-dire, mais vous rien, avez craqué? aucun. Non, aucun. J'ai dit la vérité. Mais la vérité, c'était quoi? Venant du cœur. Et c'était quoi la vérité venant du cœur? Eh bien, venant du cœur, en lui disant que de toute façon, elle savait depuis 6 mois que j'allais réintégrer la mairie et qu'elle n'avait pas proposé ce poste-là. C'est ça que j'en ai voulu. Et c'est ça qu'elle n'a pas aimé. Et là, elle a été de mauvaise foi en me disant qu'elle ne savait pas, alors que c'est faux parce qu'elle savait. Oui, mais ça justifie pas de faire venir le médecin du travail en disant que vous étiez fou. Donc c'est que vous l'avez peut-être dit en étant dans un état plus énervé, non? Non, je parlais avec mon cœur. C'était pas forcément énervé, je parlais avec mon cœur. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai pas été vulgaire. J'ai pas été méchant. Je suis quelqu'un de très sensible. Et alors le médecin du travail, comment a-t-il réagi lui dans cette situation? Eh bien, le médecin du travail m'a envoyé chez un psychiatre. Il m'a envoyé chez un psychiatre, et comme le psychiatre il me connaît, je lui ai posé la question, écoutez, est-ce que vous croyez que je suis fou? Il m'a dit, surtout pas, vous n'êtes pas fou, mais vous parlez avec votre cœur. Je lui ai expliqué, il m'a dit, mais non, vous n'êtes pas du tout fou, faut pas croire ça, et surtout. Donc voilà. Et pourquoi vous le connaissez, ce psychiatre? Ouais, je l'ai connu. Oui. Parce que je fais des crises d'angoisse. Vous faites des crises d'angoisse, d'accord. Je fais des attaques paniques. D'accord. C'est-à-dire que je suis tellement une personne hyper, vous savez, je me mets tellement à fond, je me mets tellement, vous savez, je suis quelqu'un de tellement droit, je suis quelqu'un de tellement sensible, de fragile même. On m'a même dit que j'étais fragile. Donc je me mets tellement à fond à tout ce qu'on me dit de faire, je comprends pas pourquoi moi on me sollicite encore plus, alors qu'il y a d'autres personnes qui font pas le quart de ce que je fais et si vous voulez, qui sont intouchables. Oui, vous le ressentez comme une injustice. Parce que chez nous, c'est beaucoup politique chez nous. Oui. Bon, il faudrait déjà gérer parce que il faut pas non plus que ça vous rende malade cette situation. Exactement, exactement. Si déjà vous êtes, c'est quelqu'un de très angoissé. Je suis très angoissé. Bon, ça s'entend, déjà que vous êtes très angoissé, de revivre, rien qu'en évoquant cette situation, on sent déjà que ça fait le fait de l'évoquer, oui. Je suis très angoissé, très fragile, et puis en même temps, j'ai un collègue du lycée là où j'étais qui se trouve en réanimation, qui n'est pas très bon pour moi, qui est entre la vie et la mort. Donc voilà, donc je vais aller le voir samedi parce que c'est un gars avec qui j'étais très très bien. Alors j'ai perdu un copain pendu il y a l'année dernière. Après, j'ai perdu un autre collègue que j'ai vu travailler avec moi 2 jours après. Il était mort. Et puis maintenant, je suis en train d'en perdre encore un autre. Mais qui était au lycée où j'étais. Voilà. Et là, ce lycée-là, j'étais bien vu. J'étais très bien vu. Mais la bêtise qui s'est passée, c'est qu'on m'a contacté pour me proposer quelque chose de mieux, soi-disant. Et finalement, ça s'est pas fait. Et le problème qui se passe entre le service technique de la mairie d'où je travaille et le service général, ils sont pas au courant. Il se passe un truc, il se passe une barrière. Ils veulent jamais qu'on aille au service général parce qu'ils veulent faire leur sauce à eux.
Et vous ne pouvez pas, puisque là, en fait, vous aviez accepté d'être affecté dans ce nouveau lycée, là, parce que vous pensiez avoir une promotion. Bon, en fait, ça se passe pas bien du tout avec la directrice. Il serait pas possible de demander à revenir dans le lycée où vous étiez, où vous vous sentiez mieux? Non, pas du tout, parce que quand vous partez, il y a une personne qui veut me reprendre. C'est mon gestionnaire. Bon. Bah alors ça peut être un atout. Avec ma proviseur. D'accord, bah alors ça fait 2 soutiens. Et qui veut me revoir, c'est bête qu'on s'est vu avec avec ce gars qui est horrible, cette personne qui est entre la vie et la mort, qui se trouve à la Riboisière, enfin je peux le citer, bref, voilà. Non, vous ne donnez pas de... Bon, voilà, excusez-moi. Enfin, vous pouvez parler de l'hôpital, mais pas la personne. Voilà. Donc, voilà, il y a l'hôpital, donc voilà. Bon, espérons que sa situation va s'arranger pour lui, mais pour ce qui est de vous, justement, puisque vous avez le proviseur et le gestionnaire qui aimeraient vous avoir à nouveau dans leur équipe, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un courrier auprès de l'administration, auprès du... Ça certainement, j'imagine que c'est bien sûr. Ça, j'imagine que ça se fait pas comme ça. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vous savez. Bon, mais comment ça pourrait fonctionner? Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'éducation nationale, entre si vous voulez, l'éducation nationale et tout ce qui est les TOS, comme on dit vulgairement, qui ont été repris par la région, sont gérés par la région. Si la région ne veut pas vous reprendre, et l'éducation nationale, puisque lui travaille pour l'éducation nationale, il peut rien faire, même s'il a un contact direct avec la région pour tout ce qui est technique ou n'importe quoi, ou pour tout ce qui est remplacement. Il peut pas aller. Vous avez la région qui a un mot à dire là-dedans. S'ils veulent pas vous prendre, ils vous prennent pas. Ils vous prennent pas, disons. Bon. En tout cas, par rapport à la situation que vous vivez, il faut faire attention par rapport à justement le fait de cette fragilité que vous avez, cette angoisse qui fait que par moments ça peut vous mettre créer chez vous des actes un peu impulsifs dont il faut peut-être vous méfier. Vous voyez, qui pourrait... Oui, vous êtes très impulsif, donc attention à ce que ça ne vous nuise pas, que ça ne vous porte pas préjudice. Oui, c'est-à-dire exactement. qu'on ne puisse pas faire des rapports un peu contre vous. Vous voyez, donc pour le moment, je dirais qu'il faut plutôt essayer, puisque bon, vous pouvez un petit peu en parler. Le psychiatre vous connaît. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la folie, l'angoisse. Être angoissé, c'est pas du tout d'être du domaine de la folie. Bon, vous êtes là dans un état comme ça de stress, d'angoisse. Il est important de pouvoir justement en parler pour un peu les canaliser et voir comment vous pouvez vous organiser. Peut-être, là je reçois un SMS en disant voir un représentant syndical de cette collectivité. Il n'y a pas de représentant syndical. Et vous savez, je vais vous dire encore mieux encore. Au sein de l'éducation nationale, il y en a quand même. Mal vue. Non, pas chez nous, non. Au sein de l'éducation nationale, il y en a. Ah, l'éducation nationale, oui. Bon. L'éducation nationale, la représentante du personnel, qui, bref, a tout fait pour prendre ma place en tant que responsable en second. Donc pour elle, c'était bien que je parte finalement, puisque maintenant elle est en train de passer son concours pour me remplacer. C'est ce que m'a dit mon gestionnaire. Bon, alors il faut voir avec les personnes qui sont des atouts, des soutiens pour vous, pouvoir un peu constituer un dossier, voir comment vous pouvez essayer de vous sortir de cette situation, mais pour le moment pas entrer directement en conflit avec votre directrice, parce que ça ne peut que se retourner contre vous actuellement. D'accord. D'après ce que j'entends. D'accord. Donc moi j'ai fait un courrier à la direction générale des services. Vous croyez que ça peut me retomber dessus aussi? Non, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce courrier? Je lui ai dit tout simplement que
que ma directrice m'avait pris en grippe. Bon, mais qu'elle me dise pas bonjour, encore je m'en fous encore. Hein. Mais au moins qu'elle me fasse pas qu'elle me fasse pas faire les plus sales besognes, alors que nous et mon collègue on court on n'arrête pas de courir. Elle nous reproche. Non mais alors voilà, le courrier, si vous voulez un courrier, il faut pas que ça tombe il faut que le courrier c'est là où bon, il faut qu'il soit un peu cohérent, un peu structuré, et pas que ça soit une lettre. La directrice me dit pas bonjour, mais bon, c'est-à-dire il faut que ça soit un peu argumenté, et dans le sens que compte tenu de votre statut, de votre grade, de votre niveau de qualification, par exemple, elle vous fait effectuer des tâches qui ne sont pas en rapport avec votre qualification. Alors ça, plus le fait que elle ne vous adresse pas la parole, elle ne vous dit pas bonjour, elle ne vous salue jamais, ça pourrait être qualifié d'une forme de harcèlement moral au sein du travail. Oui, voilà, ça peut être tenu dans ce cadre-là. Mais à la limite, c'est peut-être même pas à vous de le dire, mais que, vous voyez, la personne qui reçoit peut dire, bon, il y a un problème entre ce salarié et son supérieur, où vous décrivez des faits, mais que vous pouvez argumenter, vous voyez, mais il faut que ça soit pas écrit de façon trop puérile. Il faut pouvoir argumenter, c'est-à-dire le fait que vous faites des tâches qui ne sont pas en rapport avec votre niveau de compétence. Mais le problème qui se passe avec elle, c'est qu'elle n'est pas capable. Et vous pouvez, pardonnez-moi Jean, vous pouvez aussi demander à votre médecin psychiatre un courrier, enfin un certificat attestant aussi de l'état, de votre état, en disant des crises d'angoisse que vous éprouvez, enfin de les répercussions que ça peut avoir aussi sur votre santé psychique. D'accord. Parce que cette personne-là, elle est incapable, sans la critiquer bien sûr, hein, elle est incapable de prendre une décision sans sa directrice qui est en hauteur. Voilà, mais alors ce que je voulais vous dire, c'est que dans un courrier, si vous voulez un courrier de ce type, c'est vous décrivez des faits, mais ça ne doit pas être un courrier où on est là dans la critique de la personne, et c'est là où c'est très compliqué, c'est là où c'est important de se faire aider, parfois par un syndicat, par quelqu'un qui a connaissance un peu du monde du travail, ou par un avocat, vous voyez, parce que tout le monde agirait comme vous. J'en aurais envie quand on est très malheureux d'une situation, qu'on souffre, on aurait envie de déverser tout ce qu'on a sur le cœur. Exactement. Mais en même temps, on s'adresse à une organisation, donc on n'écrit pas on n'est pas dans le registre de l'affectif. D'accord. Il faut essayer de rester dans un cadre plus professionnelle. Donc on n'est pas là pour dire elle est pas gentille avec moi, elle est méchante, elle est incapable, elle est bon. Vous voyez, il doit y avoir une certaine distance. Alors il y a Didier qui envoie un SMS pour dire que c'est le conseil régional qui s'occupe du personnel technique. Conseil régional, il s'occupe pour... C'est vrai que moi je parlais de l'éducation nationale, mais voilà, c'est là. Pour tout ce qui est les TOS, tout ce qui est région. D'accord. Le conseil régional s'occupe pour ça. Tandis que nous, en étant, si vous voulez, des communaux, nous c'est encore à part. Parce que chaque ville a un statut. Ville a un statut. Il y a qu'une ville qui a un statut spécial, puisqu'il y a l'État qui se retrouve là-dedans, c'est la ville de Paris. Donc il y a que là où c'est que vraiment il y a un statut spécial. Sinon, vous avez toutes les villes qui ont à peu près le même statut que nous, et même les hôpitaux en plus. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, si on a des réactions au cours de l'émission, nous les passerons évidemment, Jean. Donc bon courage à vous, et appuyez-vous sur les personnes qui peuvent être des soutiens pour vous. D'accord, Caroline. Bon courage. Donc merci pour votre émission, et puis je vous en prie. Beaucoup de bonnes choses. Merci à vous aussi. Au revoir. Caroline. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Alors, Pascal nous envoie un petit mail en disant « Je connais ce type de problème dans l'organisation des lycées parce que les proviseurs dépendent de l'État et les personnels de la région. Contactez le médecin du travail afin de faire respecter la fiche de poste, mais aussi un
conseil syndical à l'échelon régional, nous dit Pascal. Merci beaucoup de ce conseil. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Harmonie, qui a entendu certainement mon petit message hier où je disais que ça me mettait en joie de voir que il y avait des anciens comme ça qui se manifestaient, des anciens, qui étaient de retour, des grandes figures de l'émission, telles que le Valet de Cœur, le Subversif, Petite Plume, qui était de retour parmi nous. Alors il y avait eu Perle de Rosée hier, et Harmonie me dit c'est vrai que à bien y réfléchir, je vous ai pas donné de mes nouvelles depuis si longtemps. Je vais très bien, je vais fêter l'anniversaire de notre première année de mariage lundi. Je suis sereine et heureuse. J'écoute toujours aussi assidûment, mais je vous envoie plus de mails parce qu'il faut laisser la place pour ne pas lasser. Et puis il y a aussi de très jolies plumes dans l'émission. Nous dit Harmonie. Mais sachez que ça me fait très plaisir de vous avoir. J'oublie pas évidemment les piliers, les fondamentaux qui sont là. Je pense à une pensée à Sergio, à notre majesté Georges, et puis leur pendant féminin. On a Brigitte, First Lisa aussi qui sont là, qui envoient leur SMS, et puis tous les autres, je dis, qui se manifestent pas mais qui sont aussi des fidèles à l'écoute. Allez, on va... Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors également un petit message de quelqu'un me voulait parler d'un site de rencontre. C'était Damien, qui me dit: j'aurais souhaité qu'on parle des sites de rencontre parce que c'est un petit peu inquiétant ce que vous avez vécu. Écoutez, n'hésitez pas à appeler, ça sera plus simple, le 39 21, et puis comme ça on en dialogue, on en parle ensemble. Il y a Claude qui me dit: je vous écoute habituellement en podcast, mais aujourd'hui je suis à Panama City, je peux vous écouter en direct, il est 16h ici et c'est un bonheur de vous entendre. Bonsoir Lydia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je rappelle parce que je vous avais contacté au mois de novembre de l'année dernière, et je souhaitais avoir des témoignages de personnes qui effectuaient du bénévolat auprès d'enfants hospitalisés, et j'avais eu 2 personnes en ligne et on avait parlé avec elles, et donc à la suite de ça je me suis engagée auprès... Est-ce que je peux donner le nom de l'association ou pas? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc je me suis engagée en tant que bénévole auprès de l'association Main dans la Main. Oui. Donc depuis le mois de février, donc j'ai commencé mon bénévolat dans un centre médical pour jeunes enfants qui se trouve à Montreuil. D'accord. Donc j'effectue le bénévolat 2 fois par mois. Donc j'ai choisi le samedi après-midi parce que ça me convenait par rapport à mes disponibilités. Oui. Et donc je suis avec des enfants de la naissance à 3 ans. D'accord. Oui. Donc, je me souviens qu'on avait abordé ce thème. Oui, tout à fait. Voilà, donc je voulais dire que voilà, ça y est, je m'étais engagée donc pour 1 an, et que je regrettais pas ma démarche, même si je ne fais que commencer. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de recul encore, mais enfin je veux dire, les après-midi que je passe là-bas avec ces tout petits, m'apportent beaucoup de, je sais pas si je peux dire de joie, mais enfin m'apporte peut-être beaucoup plus que ce que moi je peux leur apporter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vous apporte, justement? Qu'est-ce que cela vous apporte, cette activité bénévole auprès des enfants hospitalisés, auprès des enfants malades? Je me dis que même si, parce que bon, on a des enfants qui ont différentes pathologies, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont polyhandicapés, enfin il y a il y a des pathologies. A priori, c'est quand même, on se dit, c'est difficile d'être auprès d'enfants qui souffrent. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai visité le centre, parce que j'avais une première visite avec ma responsable, j'avais eu, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je sais pas si je vais dire, si j'ai eu pas un choc, mais enfin je vais dire, j'ai eu beaucoup de peine lors de la première visite du centre où j'ai vu tous ces enfants. Mais après, je me suis dit, bon, quand je serai sur le terrain, je verrai si je me sentirais capable, si psychologiquement, émotionnellement, je serais à même de pouvoir faire le bénévolat, correctement, mais enfin je veux dire sans être trop touchée, et que je puisse le faire comme il faut, quoi. C'était les questions que vous vous posiez déjà, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est pour ça que j'avais appelé, parce que j'appréhendais un petit peu de voir des enfants
avec des sondes de gavage, enfin ou d'autres choses. Et je m'étais dit bon, j'ai envie de le faire, donc je vais aller au bout de ma démarche. Et si une fois sur le terrain, je vois que c'est plus possible, bon ben j'aurais été au bout de ce que j'avais envie de faire et je me serais dit bon ben je peux pas le faire parce que c'est trop difficile pour moi. Et là, si vous voulez, quand j'y vais le samedi, même si, bon, des fois, bon, là, par exemple, samedi, j'étais de bénévolat. Bon, il y avait une petite qui a même pas 2 ans. Bon, elle était dans son lit quand je suis arrivée parce que, si vous voulez, quand on arrive au sein du centre, on va d'abord au poste où il y a les infirmières et on demande est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau des enfants, est-ce qu'il y a des enfants en isolement ou autre. Et après, selon ce qu'on me répond, bon, moi, je fais le tour des chambres pour les enfants, les bébés ou les un peu plus grands qui sont en chambre. Et on va aussi dans la salle, il y a une salle de jeu pour les tout petits, et elle est un peu plus grande, sachant que de toute façon, ils n'ont pas plus de 3 ans. Donc j'ai fait le tour des chambres, et dans une chambre, il y avait une petite qui était dans son lit qui pleurait. Et bon, j'ai essayé de la consoler comme je pouvais, mais bon, apparemment, elle avait l'air de souffrir un peu. Et je lui ai chanté une chanson, toujours la même, à la Clairefontaine, pendant 2-3 fois, et j'étais contente parce qu'elle s'est endormie. Donc je me dis que j'apporte un peu, j'étais contente, je lui ai apporté un peu d'apaisement. Et elle fermait ses petits yeux, donc j'étais là, je me disais bon ben voilà, même si je fais pas quelque chose d'extraordinaire, mais je me dis j'apporte un petit peu. Mais si, vous lui avez fait du bien. Oui, c'est ce que si elle pleurait, si elle était peut-être qu'elle avait mal, mais peut-être qu'elle se sentait seule, qu'elle était un petit peu anxieuse, qu'elle était un peu angoissée. Et c'est vrai cette berceuse l'a apaisée. Oui, et c'est ce dont je me suis rendu compte. Et bon, que ce soit avec elle ou d'autres enfants que je prends dans les bras pour ceux que je peux porter, je leur caresse leurs petits bras, les pieds. Je chante des chansons. Donc je me dis, des fois j'ai des sourires. Donc quand je repars de ces 3h30 de bénévolat, je me dis que je repars avec beaucoup de choses. Des fois un petit peu de tristesse selon les samedis, ça dépend. Des fois je repars et j'ai eu des sourires, donc je suis contente. Des fois c'est un peu plus difficile, mais quand le vendredi soir arrive et que le lendemain je sais que je dois y aller, je suis contente d'aller retrouver ces enfants que je vois 2 fois par mois. C'est une belle expérience. Oui, je trouve. Vous apportez du bien-être, il y a un bel échange. Vous savez que vous êtes utile. Oui. Et au début, j'appréhendais un petit peu parce que ça se comprend. Je me disais mais qu'est-ce que je vais leur apporter à ces enfants, parce que c'est des enfants avec lesquels on peut pas jouer, puisque certains sont quand même lourdement handicapés ou très malades, donc je peux pas faire des jeux, ils sont trop petits. Oui, puis vous les connaissez pas, donc c'est toujours plus compliqué avec des enfants qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelle est leur personnalité, et puis qui sont dans des situations difficiles où ils souffrent, où il y a la maladie, ou le handicap, ou les soins, des soins qui peuvent être agressifs. Donc c'est vrai que, et en même temps, même pour des enfants qui viennent en hospitalisation de jour, cette association fait des choses formidables, parce que vous, on vous appelle les Blues Roses, c'est ça aussi? Non, c'est encore une autre. Non. Mais c'est vrai ce que vous dites là, c'est que moi à Montreuil, c'est vrai ils ont besoin de bénévoles que le samedi et le dimanche, mais par contre la semaine, cette association-là a d'autres bénévoles qui travaillent donc sur Paris et en région parisienne, et qui sont par exemple le Necker, tous les autres hôpitaux de Paris, c'est du lundi au dimanche. Oui, parce que quand on amène un enfant à l'hôpital pour une consultation, pour un bilan, ça peut être très long, comme pour les adultes. Alors parfois ça peut être un bilan, ça peut prendre une journée, une demi-journée pour des soins, une consultation. Et en tant qu'adulte, on prend son mal en patience, mais pour un enfant, c'est vraiment long, pour un petit enfant. Et donc c'est vrai qu'il y a les espaces comme ça, jeux,
avec des bénévoles comme vous qui les font jouer. Et pour les enfants comme pour les parents, c'est vraiment très très agréable parce que sinon les hôpitaux ne sont pas faits pour les enfants. Donc les enfants s'ennuient en attendant, sont agités, arrivent dans les consultations, sont agités, donc sont anxieux. Alors que là, c'est vraiment des vrais espaces de détente, de loisirs, des bouffées d'oxygène. Oui, c'est vrai mais donc cette association aussi, c'est vrai, a des bénévoles parce que j'ai rencontré d'autres bénévoles l'autre jour lors d'une conférence sur la maltraitance. Donc ça permet aussi d'avoir des échanges avec d'autres bénévoles qui sont dans d'autres hôpitaux et qui sont pas du tout dans le même cadre, puisque la personne que j'ai rencontrée entre autres était bénévole justement pour les consultations, donc la journée. Donc elle m'expliquait comment que ça se passait effectivement. Elle me disait que c'était bien parce que ça permet aux enfants de jouer, de faire des dessins, et pendant ce temps-là, le temps paraît moins long quand les enfants appréhendent déjà la consultation auprès du médecin, quoi. Donc voilà, donc je voulais dire que j'étais contente de ma démarche et voilà, quoi. Alors cette association Main dans la main recherche des bénévoles, justement. Voilà, justement, c'est ce que je voulais. Je peux me permettre de le dire. Mais bien sûr, allez-y, au contraire. Cette association, elle a 25 ans d'existence, elle est reconnue d'utilité publique et on est 500 bénévoles. Et ils sont à la recherche donc de bénévoles pour Paris et la banlieue. Voilà. D'accord. Et est-ce que je peux donner le numéro de téléphone, Caroline ? De l'association ? De l'association. Ou juste l'adresse internet pour les personnes qui veulent aller voir. Vous êtes sûr du numéro ? Oui, tout à fait. Bon, alors allez-y. Donnez et l'adresse internet et le numéro. D'accord, donc c'est le 01 44 49 47 22 et l'adresse internet c'est www.maindanslamain.asso. Voilà, parce qu'ils sont à la recherche de personnes. Donc, je vois sur Montreuil, il manque des bénévoles pour le samedi matin et le dimanche matin. Et ça peut être pour des enfants plus grands aussi, y compris évidemment. Moi, vous occupez des bébés jusqu'à 3 ans, mais ça peut être évidemment pour des enfants plus grands. Redonnez le numéro de téléphone parce que c'est important. 01 44 49 47 22. Alors que répondriez-vous à Ninon qui dit « Allez, je jette un pavé dans la mare en ce temps de grand chômage. Je trouve que le bénévolat est vraiment néfaste. Il prive d'emploi de nombreuses personnes. » Que dire ? Moi, je vois pas la chose comme ça. Non, parce que de toute façon, moi, je veux dire, on prend pas la place de quelqu'un, parce que de toute façon, dans la fonction publique, on ne recrute plus. On ne remplace pas les personnes qui partent à la retraite. Donc nous, on est là. On recruterait pas des personnes pour jouer avec les enfants, honnêtement. Voilà, alors peut-être effectivement, ça serait quoi, des sous-emplois. On recruterait des très jeunes, encore des postes pour là, j'ai envie de dire, en l'occurrence, pour des étudiants qui feraient les petits jobs. Alors je comprends ce que veut dire Ninon, c'est-à-dire que il y a le bénévolat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage et que finalement on ferait mieux de recruter dans les associations. Mais les associations recrutent aussi. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent et avec des salariés et avec des bénévoles. Bon, les associations aussi, il y en a, il faut bien dire, elles font avec le budget qu'elles ont à disposition. Donc, non, moi je dirais que je reçois au même moment un message qui dit, on parle du bénévolat, peut-on parler des stages ? Là, il y aurait beaucoup à dire. Parce que c'est vrai que, en revanche, au niveau des stages, et la personne qui m'a envoyé ce SMS, appelez le 3921. Moi, je serais ravie qu'on parle de la situation des stagiaires, parce que là, il y a effectivement un vrai scandale. Où souvent, notamment les jeunes sont exploités, parce que c'est de la main d'œuvre qualifiée. Et gratuite, quasi gratuite, en tout cas. C'est-à-dire qu'on leur fait faire le travail d'un salarié, mais pour un coût dérisoire. Donc là, oui, en période de chômage, il y a véritablement une exploitation. Je trouve que le bénévolat, pour moi, est à part. Il y a Marine qui dit merci à vous de redonner, de donner des nouvelles par rapport à ce bénévolat. Marine se souvient bien de vous. Et elle dit ça doit être quand même dur pour certains cas.
là, oui, vous l'avez dit, mais ça vous apporte aussi beaucoup. Voilà, donc en tout cas, main dans la main, c'est .asso.fr, hein, oui, c'est ça. Voilà. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'appels comme ça. Il y aura on espère pour vous. Petits bouts de chou. Et puis je vous remercie, Caroline, de m'avoir appelée. Ça m'a permis de témoigner de mon engagement. C'est moi qui vous remercie pour tous ces enfants. Et merci pour votre émission. Au revoir. Au revoir, Lydia. Caroline, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Pardonnez-moi, avant de vous donner la parole, il y a Georges, Sa Majesté, qui dit « Moi, je propose qu'à la technique, à la réalisation de l'émission, on pourrait mettre un bénévole. Qu'en pensez-vous » Je vois Fifi, ça le fait sourire, je sais pas. Non, moi, je garde Fifi salarié. Allez, c'est à vous, Sébastien. Merci, bonsoir. Donc en fait, voilà, j'ai un souci. J'ai eu un accident il y a quelques années assez grave. J'ai dû être amputé d'une jambe, donc amputé fémoral au-dessus du genou. Oui. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ma femme a jamais accepté, et là encore moins, que je sorte sans prothèse. C'est-à-dire avec des béquilles. Elle bloque, elle veut pas sortir avec moi quand je suis en béquille. Alors depuis quelques temps maintenant, là, j'ai rattaqué le sport. Oui. Parce que j'avais eu des soucis de santé, j'ai fait une dépression et le médecin m'avait conseillé de reprendre le sport que j'avais abandonné. Donc je fais de la natation, qui est très bien, mais bon, la natation, on peut pas être équipé d'une prothèse. Et donc elle refuse de venir avec moi à la piscine. On était aussi en vacances il y a quelques temps sur le bord de mer. Elle refuse de venir avec moi à la plage alors je peux pas me baigner, je peux rien faire quand elle est avec moi. Donc bon, ça me pèse un peu et j'arrive pas à lui faire comprendre en fait que pour moi j'ai pas d'autre solution quoi, que d'enlever la prothèse de temps en temps, d'autant plus que je la mets toute la journée pour aller travailler. Oui. Puis je suis en relation avec des personnes, donc je l'ai toute la journée. Dans votre travail, vous la mettez, oui. Oui, voilà, donc vous auriez besoin de la poser pour pouvoir à un moment être un peu, vous soulager, enfin être un peu, comment dire, au bout d'un moment d'avoir toujours, c'est quand même un corps étranger. Vous avez besoin de vous sentir plus libre. Au bout d'un moment, j'ai vu un reportage avec un jeune homme qui faisait du surf comme ça avec sa prothèse et autres, mais il disait sa compagne était avec lui et elle, contrairement à votre épouse, le supportait, mais lui disait, alors j'ai pas retenu son expression, mais c'est vrai que je n'y avais jamais songé. Il avait dit que c'était comme si nous on gardait en permanence, quand on rentrait à la maison, on était content de pouvoir ôter. Alors c'était pas nos chaussures, mais c'était quelque chose de plus fort que ça. Enfin, qu'on ressentirait une gêne et que lui, au bout d'un moment, il avait le besoin d'enlever cette prothèse, que ça le gênait. Bien sûr. Alors à la maison, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où on est en public, on est à l'extérieur à la maison. Mais y a pas de ce qui la gêne, c'est le regard des autres. Je pense que c'est l'apparence que je dégage, quoi, enfin, l'apparence que j'ai. Vous lui en avez parlé ? Disons que j'ai du mal à communiquer, donc c'est pas toujours évident pour moi d'en parler, mais elle le sait, puisque je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais je peux pas, ça serait bien que tu viennes à la piscine avec moi, j'aimerais bien aller à la plage avec toi, voilà, quoi. À la limite, moi, ça sera à moi d'être gêné, quoi, du regard des autres. Et finalement, c'est elle qui est plus gênée que moi, alors que c'est pas elle qui souffre du handicap, quoi. Donc j'ai un peu du mal, j'ai du mal avec ça, quoi. Alors, oui. Oui, c'est-à-dire que vous avez appris à surmonter, à vivre finalement avec cette image différente de vous, avec ce corps différent. C'est-à-dire que vous pouvez, très bien envisager de sortir sans votre prothèse. Sans le regard des autres sur vous ne vous dérange pas. Non, moi,
c'est pas gênant pour moi. Franchement, ça me gêne absolument pas. Et en plus, bon, on n'a pas le choix. Quand je veux faire de la natation, j'ai pas le choix, quoi. Je prends mes béquilles et j'y vais en béquilles, quoi. Non, mais ça veut dire que vous avez réussi à vous reconstruire, vous, autrement, c'est-à-dire les regards, les réflexions des autres, éventuellement leur curiosité, la condescendance éventuelle. Bon, voilà, vous êtes passé au-dessus de tout ça. Votre épouse, elle, il y a quelque chose qu'elle n'a pas surmonté. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est vous qui avez été touché dans votre corps. Donc vous dites c'est vous qui pourriez être gêné par le regard des autres. Et en fait, c'est elle qui l'est quand elle est avec vous. Alors, il faudrait savoir si elle souffre pour vous. Si elle souffre parce que qu'est-ce qui la gêne finalement? Je pense que c'est le regard des personnes qu'on peut croiser qui parfois sont un peu insistants, et parce que elle accepte pas, quoi. Du moment où même il m'est arrivé pour certaines activités d'utiliser un pilon, en fait. Donc c'est comme une prothèse, mais ça n'a pas l'aspect de la prothèse. Et ben là non plus, elle veut pas, quoi. Elle bloque, elle veut pas. À partir du moment où ça n'a pas l'aspect d'une jambe, que c'est pas camouflé, en fait, et ben voilà, quoi. Elle refuse de sortir, enfin d'être avec moi, quoi. Donc je sais pas si c'est à quoi c'est dû, si elle souffre pour moi ou si c'est, je sais pas. Oui, je sais pas si peut-être qu'elle n'a pas, si vous voulez, il y a quelque chose qu'elle n'a pas accepté, ou elle n'a pas fait le deuil de celui que vous étiez avant, du corps que vous aviez avant. Il y a quelque chose qui l'a fait souffrir. On peut se demander, c'est pour vous par rapport, voyez, puisque quand vous êtes il y a quelque chose qui la heurte. Il y a le regard des autres, mais il y a aussi par rapport à cette absence. Vous voyez, quelque chose qui la... Oui. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que elle m'a toujours connu comme ça, quoi. En fait, quand j'ai eu l'accident. Ah, j'allais vous demander. Oui, c'est ça. Elle vous a connu. Vous aviez déjà été amputé. Ouais. Et en fait, on se connaissait. On était du même village, donc on se connaissait. Elle avait su l'accident que j'avais eu. Elle le savait. Et mais par contre, c'est vrai que quand elle m'a connu, c'était au départ. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai essayé de dissimuler au maximum le handicap. Donc je faisais vachement attention à toujours sortir avec la prothèse. Je faisais vraiment très attention parce que moi au départ ça me gênait un peu. Et puis après, pour des raisons pratiques et voilà, c'est pas vivable de toujours sortir avec une prothèse, quoi. C'est pas possible, quoi. Est-ce que vous lui avez dit ça? J'ai essayé de lui dire, j'ai peut-être été maladroit, mais ouais, j'ai tenté. Je lui ai dit c'est difficile pour moi de toujours conserver cette prothèse, quoi. Je lui ai dit j'aimerais bien faire des activités avec elle, il y a certaines choses qu'on peut pas faire, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Comment elle réagit quand vous lui dites ça? Qu'est-ce qu'elle réagit comment? Elle me dit non, moi j'ai pas envie qu'on sorte si tu n'as pas ta prothèse, non. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que c'est comme si finalement elle n'acceptait pas qui vous étiez aussi, ce que vous êtes, vous? Non, j'ai pas été jusque là parce que hormis ce problème, il y a pas, voilà, tout se passe bien, quoi. Donc je veux pas l'ennuyer non plus. Donc j'ai toujours fait comme elle le souhaitait. C'est peut-être un tort, mais je lui ai jamais posé d'ultimatum. Oui, mais c'est pas contre elle. Il faut qu'elle comprenne que c'est pas contre elle. C'est-à-dire, elle peut pas simplement, vous voyez, à un moment, vous la protégez elle, mais
elle devrait aussi se rendre compte que c'est finalement, il y a une question un peu de comment dire, de narcissisme, au sens de, c'est l'image que vous avez de vous. Vous avez réussi. C'était quand même plus dur pour vous de faire le deuil du corps que vous aviez avant l'accident. Vous avez trouvé la force morale, le courage de surmonter ça, de faire face à ça. Votre femme, elle vous a connu. Vous aviez déjà ce corps qui avait été amputé. Ça ne l'a pas empêché de vous aimer, de vous désirer. Alors certes, elle sait, vous avez toujours pris soin d'avoir la prothèse, mais elle sait que c'est une prothèse et que derrière ça, vous ne vous résumez pas non plus à ce membre amputé, cette prothèse. Il y a vous, ce que vous êtes, Sébastien, votre personnalité, votre sensibilité, votre caractère, votre tempérament, votre force de caractère aussi, votre force morale, tout ce qu'il vous a fallu trouver en vous comme combativité pour surmonter cette épreuve, ce que ça représente. C'est aussi tout ça qu'elle a dû aimer chez vous. Donc aujourd'hui, elle bloque sur, finalement, comme si quand vous aviez pas la prothèse, elle ne voyait plus qu'en vous quelqu'un qui serait handicapé, c'est ça le mot finalement, quelqu'un de diminué. Chose qu'elle ne semble pas vouloir admettre, comme si là elle n'avait que cette image-là. Mais vous êtes tout sauf quelqu'un de diminué. Tout votre parcours montre le contraire. Et c'est peut-être tout cela dont il faudrait parler. Je crois qu'il faudrait pouvoir en parler avec elle. Oui, bien sûr. Ouais, mais bon, quand je lui en parle, donc ce qu'elle me répond souvent aussi, c'est que du coup, parmi mes connaissances, j'ai fait connaissance avec d'autres personnes qui étaient dans mon cas, et il s'avère qu'il y a une personne avec qui je m'entends très bien. Là, c'est différent parce que c'est une femme qui a amputé fémorale comme moi, et elle sort toujours avec sa prothèse. Elle montre jamais son handicap. Elle veut pas le montrer. Donc quand j'en parle à ma femme, elle me dit oui, mais notre ami le fait bien, donc voilà. Mais quand vous êtes dans l'intimité, quand vous êtes chez vous, quand vous avez une intimité amoureuse, une intimité, là, vous enlevez votre prothèse. Oui, bien sûr. Oui. Et ça ne la gêne pas, votre femme? Non, mais il y a personne. Donc, y a pas d'autres alors regards, c'est le regard des autres. Ouais. Mais finalement, le regard des autres, il faudrait qu'elle arrive à prendre de la distance par rapport à ça. Elle a un travail à faire, elle, par rapport à ça. Je pense. Parce que, alors, c'est finalement à prendre de la distance par rapport à ce regard. Les gens qui s'attardent, c'est eux qui ont un problème. C'est pas vous. Oui, bien sûr. Vous voyez, et c'est elle. Et là, elle, il faudrait, pour être plus, comment dire, plus heureuse, plus épanouie, c'est-à-dire il faudrait arriver à lui dire, arriver à prendre ce que vous avez vous pu faire, prendre de la distance par rapport à ces gens, à certaines personnes qui effectivement vont se retourner, vont s'attarder, vont avoir un regard condescendant, vont avoir ce que certaines personnes ont sur le handicap. Vous voyez ? Bien sûr, ouais. On va accueillir Claire qui est avec nous au 3921. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous appelle parce que moi j'ai un papa qui a actuellement 83 ans, qui a été amputé quand il avait 16 ans. Il est amputé fémoral, il est tombé d'un arbre, il a fait un sarcome du genou, c'était au moment de la guerre, en 45, et donc ça a miraculé, et donc toute sa vie, il l'a vécu sur une patte, comme il disait. Et comme il dit toujours d'ailleurs. Et moi j'ai connu mon père de tout temps. Mon père n'avait qu'une jambe. Mon père m'a appris à nager. Il a appris à nager à toute la famille, puisqu'il avait appris à nager juste avant qu'on ampute. Et donc, il a été... toute mon enfance, je l'ai passé dans l'eau avec lui. J'habite en Bretagne, on habite en Bretagne, et donc on habitait auprès d'une petite crique, d'une petite anse, et mon père faisait de la pêche sous-marine. Alors, pour aller à la pêche, il fallait enlever sa prothèse. Donc, il descendait... On allait avec lui, il fallait un enfant, parce qu'en Bretagne, il y a de la marée, et donc il descendait au bord de l'eau, on prenait la jambe et la canne, et puis il allait à cloche-pied dans l'eau, et nous, on remontait la jambe.
qu'on déposait sur une chariole. Et quand mon père sortait de la pêche, on redescendait la jambe avec nous. Ah oui. Et donc cette jambe était sur une plage publique. Quelquefois il y avait personne, des fois c'était plein de monde. Et même un jour, un petit garçon est parti en traînant la jambe de mon père derrière lui en disant « Maman, j'ai trouvé une jambe !» Et la dame très 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 gênée « Laisse, c'est au monsieur, c'est au monsieur !» Et vous imaginez la scène. Oui, c'est incroyable, mais mais en même temps c'est comme un enfant peut faire. Voilà, un enfant. Bien sûr, un enfant, bien sûr, lui, c'est tout à fait la réflexion. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais la mère était très gênée, forcément. Mais les gens pouvaient être très gênés, et je sais que moi. Mais vous ne l'étiez pas, c'est ça, parce que ça faisait petit. Mais vous aviez connu mais parce que vous aviez connu votre père comme ça. C'était votre père, vous l'aviez toujours connu comme ça? Ah, je l'ai toujours connu comme ça, voilà. Oui. Pour moi, un père, ça n'avait pas forcément deux jambes. Exactement. Il traversait la maison, sautillant sur un pied quand il sortait de la salle de bain, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui était naturel chez nous. C'est pas qu'il s'exhibait, il était plutôt très pudique. Mais c'est pas quelque chose qui l'a empêché de vivre normalement. Et maman l'a épousé, elle l'a épousé quand il était déjà amputé, puisqu'ils se sont mariés, ils avaient 25 ans, et il a été amputé à 16 ans et demi. Donc, vous voyez, moi, ça me touche beaucoup ce que dit Sébastien, parce que je comprends très bien le combat. Moi, je vois le combat de mon père, là, qui a maintenant près de 70 ans d'amputation derrière lui, et qui a des problèmes d'appareillage, justement, parce qu'il y a toute une mécanique aussi. Et le regard handicapé que jette sa femme sur lui, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'elle travaille. Parce qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'a qu'une patte, ou qui a déjà un pied dans la tombe, comme dit si bien mon papa. Sans accepter cet état de fait, même si c'est vrai, un handicap. C'est vrai que voir mon père sur une patte, il y a eu des moments dans ma vie où ça m'a un petit peu interloqué. C'est surtout quand on voit la différence. À l'âge où on se dit, tiens, mon père n'est pas comme les autres. Mais c'était le seul problème pour moi. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire alors à Sébastien par rapport à sa... Qu'il continue à être tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il a le droit de se promener sans sa prothèse. La prothèse n'est qu'un ajout, quelque chose pour faciliter, si on veut, la marche, c'est sûr, parce qu'on marche mieux avec une prothèse, et pour faire... il y a un semblant de normalité dans le fait d'avoir une prothèse, parce que quand on est habillé, surtout un homme en pantalon, on voit pas la prothèse. Il faut vraiment le savoir, même si la jambe est raide. Mon père, moi, il a travaillé toute sa vie. Il travaillait dans un lycée, donc il traversait la cour du lycée régulièrement avec sa jambe raide et sa canne, mais ça n'a jamais posé problème à personne. Il faut le savoir pour se rendre compte. Moi, je pense que Sébastien, il faut qu'il discute avec sa femme et qu'il lui dise que, je sais pas, qu'elle revienne aussi sur l'image qu'elle a d'handicapé de son mari. Parce que si elle n'accepte pas de le voir sans sa prothèse, mais elle accepte, elle accepte. C'est-à-dire, puisqu'on voit bien, c'est ce que vous dites, Sébastien, dans l'intimité, ça se passe bien. Donc, votre femme, elle vous aime, il n'y a pas de doute là-dessus, elle vous accepte. Je crois que ce qui est compliqué quand on vit avec une personne qui a un handicap, c'est d'arriver à supporter le regard des autres, leurs idées fausses et parfois leur curiosité malsaine, et notamment dans leur, voyez, enfin, il y a plein il y a une curiosité, il y a et c'est vrai que ça blesse, ça crée des blessures. Quand je disais, il y a une blessure narcissique. Oui, mais ça blesse, bien sûr, ça blesse la personne handicapée, mais ça rejaillit aussi sur celui ou celle qui forme un couple avec lui. Donc, je crois que vous la protégez, Sébastien, vous avez envie de la protéger, et finalement, en la protégeant, ça crée du non-dit. Donc, je crois qu'il faudrait arriver... J'étais maladroit au départ, c'est de toujours porter ma prothèse parce que je voulais masquer mon handicap. Parce que si j'avais été dans un fauteuil roulant, là, j'avais pas le choix. Le fauteuil roulant, il fallait le montrer, et j'aurais pas eu le choix. Là, j'avais le choix de dissimuler. Et c'est vrai, comme dit Claire, avec un pantalon, une prothèse, je suis beaucoup de personnes de savoir qu'il vous manque un mot. Et voilà. ça, c'est ce qui convient à ma femme, en fait. Mais c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire accepter l'idée à mes amis que mon père ils savaient tous qu'il était handicapé. Mais justement, ce regard malsain, le fait de voir une jambe artificielle, ne serait-ce que ça, ça paraît peut-être idiot, mais voir une jambe artificielle, ça peut être très choquant au départ, parce que c'est quand même un outil assez peu commun.
Donc, moi, je sais qu'il y a eu des questions malsaines auxquelles j'ai répondu de façon très pratique. Hein. J'ai dit, voilà, une jambe de papa, c'est comme ça. Voilà, et le fait que les gens sachent comment c'est fait, et après, moi je sais que la question s'est posée à certains moments, j'ai pas toujours été au clair par rapport à ça, par rapport au fait que mon père soit handicapé ou pas, parce que je l'ai jamais considéré dans le fond comme un handicapé, parce qu'il a toujours travaillé et fait comme tout le monde, et je pense que les gens qui sont amputés, ils sont d'un courage extrême, parce que c'est extrêmement difficile et douloureux. Quoi qu'on en dise, hein, quelle que soit la prothèse, quelle que soit, c'est difficile, c'est douloureux, ça demande un travail de tous les instants. Mais je pense qu'il faudrait en parler avec elle pour qu'elle puisse dire aussi à certains moments, parler un peu de ce qui peut la gêner, la culpabiliser, parler un peu parfois de ses difficultés, et puis vous aussi parfois de ce que vous éprouvez, là où vous vous protégez peut-être mutuellement. Voyez, osez en parler vraiment de ce que vous ressentez, et vous allez trouver à un moment peut-être un compromis. Parce que moi je crois qu'il n'y a pas de bout à avoir sur l'amour qu'elle vous porte, mais je pense que c'est plus effectivement le regard des autres qu'elle craint. Peut-être pas tant pour elle, mais pour vous. Voyez, il y a quelque chose comme ça, donc parlez-en avec elle. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, Claire, qui est vraiment aussi un témoignage très très fort, et qui montre qu'on peut avoir un père comme ça et l'aimer. Il faut qu'on rende l'antenne parce qu'il est minuit là. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Sébastien. Au revoir. Vous, si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors beaucoup de réactions au témoignage de Sébastien qui donc suite à un accident a été amputé d'une jambe, et qui nous disait que sa femme, qui pourtant l'a rencontré après son accident, mais néanmoins ne voulait pas qu'il sorte avec elle sans sa prothèse, donc juste avec des béquilles, et Sébastien n'arrivait pas à lui faire admettre qu'il avait parfois besoin de sortir sans cette prothèse. Donc des réactions qui arrivent. Beaucoup d'auditeurs recommandent à Sébastien le film de Rouille et d'Os, le film avec Marion Cotillard. Liliane dit: j'ai vu le film hier de Rouille et d'Os, et ça rejoint vraiment le débat que vous venez d'avoir après un accident. On y voit Marion Cotillard donc interpréter le rôle d'une jeune femme amputée des deux jambes. Son avenir est remis en cause, mais après une rencontre d'un homme en galère, tous deux se sont compris, acceptent de vivre pleinement. On apprend surtout à prendre en compte le regard ou le jugement des autres. Liliane dit: il faudrait changer notre regard sur le handicap, sur la maladie, et sur. En tout cas, elle ajoute. Je suis désolée, mais je lis le mail en travers. Liliane dit qu'elle vous a trouvé magnifique, courageux, plein de vie, motivé pour vous occuper de vous. Chaudron de la Barque aussi dit très souvent: c'est le regard des gens qui est handicapé et amputé de toute sympathie. Votre témoignage est très touchant et je devine votre force de caractère. Il semblerait que votre femme ait très peur du jugement, de la condamnation hâtive prononcée à la dérobée. Elle doit en effet se défaire du poids écrasant et handicapant du qu'en dira-t-on. Après tout, les autres ne sont que de
passage alors que vous êtes celui dont elle est tombée en amour. Prenez le temps d'aborder ceci avec elle aussi sereinement que vous l'avez fait ce soir, peut-être en lui faisant écouter le podcast de l'émission, si cela peut être la base d'une discussion. Après tout, vous n'avez pas à vous cacher et encore moins à mettre un voile sur vos sentiments et votre ressenti. Très bon courage à vous. Et puis, il y avait également René qui dit que lui comprenait la femme de Sébastien parce qu'il dit le regard des gens est très pénible à vivre. René qui dit j'ai une paralysie faciale et quand on se promène avec mon ami, les gens me regardent, ça pourrait gêner mon ami. Alors, il dit je porte des lunettes noires pour me cacher. Il dit vous êtes vraiment sacrément fort. Félicitations à vous. Sébastien. Et puis Florence réagit aussi au témoignage de Claire qui nous parlait de son père qu'elle a toujours connu amputé depuis ses 16 ans. Elle dit c'est très différent d'être la fille ou la femme d'une personne handicapée. Dans le second cas, il y a une dimension de séduction et ce n'est pas évident de montrer que l'on peut aimer quelqu'un de différent. Oui, c'est vrai que c'est pas la même position. Alors il y a également d'autres réactions. Non, ça c'était sur les bénévoles. Oui, Laurence de Picardie dit l'action du handicap dépend du parcours de chacun. C'est un parcours difficile. Peut-être. Alors elle dit votre épouse n'a pas fait le deuil de votre membre perdu. Si, puisqu'elle ne l'a pas. Elle a connu Sébastien et Sébastien avait déjà eu son accident. Je crois que c'est plus le regard des autres qui pèse. Allez, on va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons, je suis un peu perdue dans les mails, Nicolas. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors c'est vous qui m'avez envoyé le SMS sur les stages ? Absolument, absolument. C'était donc la personne qui était bénévole, si je me trompe pas. Et du coup, oui, ça fait un peu écho. C'est Lydia, oui. Oui, voilà, Lydia, qui était bénévole. Évidemment, je ne critique pas du tout le fait qu'elle soit bénévole. C'est une activité tout à fait noble. En revanche, ça a fait écho chez moi à la situation des stages. Oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un scandale, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, la situation des stagiaires aujourd'hui est assez difficile parce que déjà trouver un stage c'est très difficile en soi aujourd'hui. Moi je vais avoir bientôt 22 ans et surtout dans le secteur des médias, etc. J'aspire à être journaliste, c'est assez difficile. Oui. Et du coup c'est vrai que souvent, et notamment les médias sont basés à Paris et par rapport à mon expérience, moi qui suis provinciale, même pour trouver un stage à Paris c'est déjà très difficile et il est vrai que j'ai pu effectuer 2 mois de stage à Paris, mais malheureusement, c'était à mes frais. C'est bien un problème parce que les employeurs payent uniquement les stagiaires à partir de 2 mois et pas avant. Et donc, c'est relativement difficile aujourd'hui de trouver un stage. Et du coup, outre le fait que nous ne sommes pas payés, et ben du coup, parfois, on est même obligé de payer pour avoir un stage. C'est ça que je trouve parfois un peu C'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un stage de moins de 2 mois, l'employeur n'est pas tenu de vous payer. Et donc, vu le prix des loyers à Paris, il faut bien se loger. Et du coup, vu qu'on n'est pas payé, on paye le loyer à Paris plus tout ce qui est alimentaire et tous les frais annexes. Donc, du coup, en gros, on paye pour aller en stage au final, non payé. Donc, c'est relativement compliqué, en tout cas, pour une première entrée sur le marché du travail. Oui. C'est relativement compliqué. Oui. C'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là que vous voulez dire payer. Il n'y a pas de pot de vin pour entrer dans un pas dans un stage. Mais c'est tous les frais que ça engendre à côté. Évidemment, justement, et c'est déjà tellement difficile de trouver un stage que de payer entre guillemets des frais supplémentaires. Surtout vu les loyers à Paris, oui, si vous n'êtes pas. Et pour rien vous cacher, j'ai dû passer par la sous-location, donc voilà. Parce que ça me surprend pas. Me loger normalement, ce qui est fort dommage d'ailleurs. Et vous avez trouvé finalement là un stage? Vous êtes en stage actuellement? Actuellement, j'ai trouvé, oui, mais alors à quel prix À quel prix? C'est toujours la même chose. Effectivement, c'est un métier de contact et on parle souvent de la génération Y en ce moment qui a en tout cas une vision différente du marché du travail. Et c'est vrai que nous, on est habitués
cette atmosphère de stage. Et ce que j'ai remarqué parfois dans certaines rédactions ailleurs, c'est vrai qu'on fait parfois plus de boulot que certaines personnes qui sont là depuis des années, ou alors on remplace d'autres personnes qui devaient être là. Je pense pas que ce soit le but d'un stage, en tout cas d'observation ou en rédaction. Non. C'est pas forcément le but. Mais en même temps, vous voulez montrer que vous êtes motivé, que vous avez donc vous donnez le meilleur de vous-même. Mais c'est vrai que normalement, c'est vrai qu'un stage, vous êtes là pour apprendre, ça dépend à quel niveau vous en êtes de votre stage. Il y a des stages d'observation et puis il y a des stages où déjà vous devez être censé pouvoir effectuer un travail. Mais où il y a maintenant dans des entreprises, on prend des stagiaires qui font le travail d'un salarié réellement pour le salaire qui n'est pas celui du salarié. Voilà, et c'est bien ce que je reproche, parce que moi c'est plutôt dans cette configuration-là. C'est du 400 €, oui. Voilà, on est payé. Combien vous 400, êtes payé, vous, par exemple? Je crois que c'était 400 quelque chose. Oui, c'est ça. C'est le minimum légal. C'est le minimum, oui. Ça n'a rien à voir. C'est même pas la moitié d'un loyer à Paris. Ah non, et ça, encore, non. Et encore. À cela s'ajoutent les frais pour retourner en province si on habite en province, et aussi se nourrir, parce que les tickets resto ne sont pas légion partout. Donc je trouve ça un peu dommage. Du coup, c'est un peu discriminatoire en quelque sorte. En quelque sorte, mais c'est vrai que parfois on a l'impression de faire du bénévolat, c'est pour ça que je pensais à ça, mais au final, malheureusement, on est obligé de passer par là aujourd'hui. C'est même plus... pour pouvoir dire que vous avez une expérience, pour pouvoir, c'est ça, dire, et puis espérer décrocher un poste, c'est-à-dire après, c'est vous créer un réseau. C'est ça, c'est parce que il faut dire aussi dans ce métier comme dans d'autres d'ailleurs, c'est une façon de vous faire connaître, mais encore plus dans ce métier vous voulez être journaliste, c'est après pouvoir intégrer une rédaction déjà. Ah, évidemment. Donc évidemment, ça c'est comme ça. De réseau. Oui. C'est un métier de réseau particulièrement, mais c'est vrai que le problème, c'est on exploite beaucoup les stagiaires. Voilà, et les places sont rares. Les places sont rares également, forcément. Et de plus en plus, mais malheureusement, c'est vrai que n'importe quel employeur va nous demander aujourd'hui de l'expérience. Et c'est celle-ci, justement, dont on a besoin. C'est bien ça le problème. On nous donne pas tout le temps cette chance-là, même en stage. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, en tout cas. Je pense que beaucoup d'étudiants se retrouvant dans mon témoignage, c'est sûr et certain. Et là, ça se passe bien. Vous êtes contente de ce que vous faites, malgré tout? Vous apprenez des choses? Vous apprenez... effectivement, en rédaction, c'est formateur. Ça l'est, mais effectivement, ça l'est. Mais après, c'est vrai que pour avoir ce stage, j'ai dû aller taper à toutes les portes. Moi, je ne connais personne dans les médias au départ. Oui. Et voilà, j'ai dû aller à Paris, j'ai dû faire quelques trajets. Et j'ai dû entre guillemets enfoncer des portes qui ne m'étaient pas ouvertes parce que mon papa n'est pas journaliste, ma maman ne travaille pas dans les médias. Donc du coup, j'y vais au culot. Alors évidemment, ça paye à un moment, mais à quel prix? C'est sûr que c'est pas si simple. Et c'est pareil dans d'autres secteurs. J'ai d'autres amis qui travaillent dans la publicité ou dans la communication, c'est vraiment pas simple. Et aujourd'hui, ne pas avoir de stage, c'est partir vraiment avec un gros handicap. Oui. Bon, mais ça montre quand même que c'est quand même rassurant aussi de voir que voilà, vous êtes motivé, vous sortez d'une école de journaliste, vos parents ne sont pas dans la profession et vous avez pu réussir à décrocher un stage. Vous êtes c'est pas forcément on peut y arriver même si on n'est pas dans le sérail. J'en témoigne d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, c'est pas obligé d'être dans le sérail pour intégrer, une radio, un média. Voilà. Bien sûr. Bon. Mais c'est vrai que la motivation est extrêmement importante dans le journalisme ou ailleurs, c'est sûr et certain, et ça fait parfois 80% de la chose. Mais après ce sont des rencontres, c'est bon, voilà. Qu'on fait d'ailleurs grâce au stage. Ça sert également à ça. Bien sûr. Justement, à cultiver son réseau et évidemment aller plus loin après. Bon. Donc voilà ma situation. Bon, et alors là, vous êtes en stage jusqu'à quand? Là, j'ai pris tout l'été. Du coup, j'ai pris tout l'été. Bon. J'ai eu de la chance. On vous entend quelque part? On vous lit quelque part. On vous entend quelque part? On m'entend et on me voit parfois. Voilà. Ah bon, on vous voit également? Oui, voilà. Vous pouvez dire où?
Non, remarquez, non. Non, on va pas dire non. C'est vrai que voilà. vous avez pas trop attaqué, hein, cela dit. Hein. Vous avez pas attaqué, vous avez dit plutôt que c'était formateur. Mais non, c'est vrai qu'on va préserver quand même votre anonymat, puisque c'est vrai que vous disiez que la situation des stagiaires était compliquée. C'est un peu moi qui ai dit que les stagiaires étaient trop souvent exploités. Oui, c'est vrai. Non, excusez-moi, c'est moi qui vous pouvez dire où, parce que je dis tiens, comme ça, je pourrais mettre un visage sur une voix, mais bien sûr que non. Pardonnez-moi, là, c'est un coup de fatigue à minuit 24. Bien sûr que non, Nicolas. Ça peut arriver, hein. On va préserver évidemment votre anonymat. Je suis désolée. On le fait pour les autres et vous, on va vous exposer. On va vous mettre dans la lumière subitement. Je vous embrasse, Nicolas. Et puis alors, on vous souhaite le meilleur et beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors, des mails qui arrivent encore suite au témoignage de Sébastien qui vous a beaucoup touché. Il y a Maude qui dit: alors que j'avais 25 ans, j'ai eu une liaison de plusieurs années avec un homme amputé d'une jambe à hauteur du genou. Nous sommes allés ensemble à la plage nous baigner. Ça ne m'a jamais posé le moindre problème parce que ça me semblait naturel. Je l'aimais tel qu'il était. En fait, je l'admirais pour la manière dont il gérait son problème. Gérer, c'est mis entre guillemets. Hein. Et puis, il y a Magali qui nous dit: mon mari est aveugle, je l'ai toujours connu comme cela. Pendant plusieurs années, je n'ai jamais croisé un seul regard bizarre, sans doute parce que j'étais très amoureuse. Le temps passant, j'ai remarqué de très rares fois des regards d'enfants, non pas moqueurs, mais curieux plutôt. Je leur souriais, poursuivais mon chemin en pensant à autre chose. Ce qu'il faut que fasse la femme du monsieur qui est intervenue, c'est considérer que tout est normal, faire comme si de rien n'était. Elle ne verra pas les regards, d'autant que si ce monsieur enlève sa prothèse dans des conditions particulières où il fait pour le commun des mortels quelque chose d'extraordinaire, les regards seront plutôt admiratifs que critiques. Il faut qu'elle en soit persuadée, qu'elle décide de vivre sa vie. Elle doit relativiser et surtout agir comme si de rien n'était, ainsi ils passeront tous les deux quasiment inaperçus. Elle peut cependant aussi choisir d'être fière de son mari et trouver un argument positif à répondre aux éventuelles questions. Bon courage à ce monsieur. On va maintenant accueillir... Ah oui, alors à propos des stages, il y a Georges qui envoie un SMS au 7 39 21 qui dit: moi aussi, Caroline, j'ai fait un stage de 2 heures une fois dans une radio à Paris. Bah ça y est, hein, maintenant je pourrais être réalisateur. C'est simple et puis pas fatigant comme métier. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je viens... Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. C'est la première fois que je téléphone à la radio, au fait. Oui. C'est pour vous demander conseil. Franchement, là, je viens de découvrir que mon mari entretenait une relation Internet. Enfin, on va dire chatter par Internet. Oui, vous avez découvert ça récemment. Hein, Et vraiment dans un contexte un peu compliqué, d'autant plus que il avait donné son vieux portable à mon fils, oui, qui a eu 15 ans. Donc au fait, mon fils m'a montré ses messages. Au fait, il m'a dit: maman, tu peux regarder, c'est quoi ça exactement? Donc on est tombé sur des messages d'une femme s'adressant à mon mari. Mm-hmm. Ah oui. Ouais. Oui, c'est embêtant. Votre fils a intercepté. Ouais. Et ça m'a choquée d'autant plus, et pour mon fils et pour sûr. moi, parce que c'est la première fois que je suis tombée sur un truc pareil. Franchement, je suis tombée des nues. Je sais pas quoi faire. Sincèrement, même maintenant, là, je suis en état de choc. Je sais pas quoi faire. Vous lui en avez parlé à votre mari? Oui, tout à fait. J'ai appelé aussi la personne, comme elle avait laissé son message, parce qu'elle avait changé de portable apparemment. Bon. Elle lui a donné son nouveau numéro de portable, donc je l'ai appelé. Et cette personne m'a dit, au début, elle a commencé à nier. Et à dire non, mais vous êtes folle, vous êtes qui, pourquoi vous me parlez? J'ai gardé mon calme quand même, j'ai essayé de voir ce que c'était, quoi, parce que là je suis encore choquée, je vous assure, je suis encore choquée. Je sais pas, ça arrive à beaucoup de monde, je vois ça à la télé, sur internet, mais quand ça arrive à nous-mêmes, je crois que c'est difficile à gérer. Donc, et votre mari, qu'a-t-il dit? Parce que ce qui est important, c'est plus la réaction de votre mari que cette femme. À la limite, cette femme, il vaut mieux ne pas la rappeler. Hein. Non, je l'ai pas rappelée. Elle m'a fait promettre que mon mari s'est fait passer pour quelqu'un de divorcé.
Qu'elle n'était pas, elle savait pas du tout qu'il était marié parce qu'apparemment ils se sont jamais vus. Enfin, pour l'instant, ils sont sur la même, on va dire, ils ont dit la même chose parce qu'ils se connaissent pas apparemment. Ils se connaissent que par le biais du téléphone. Ils sont connus sur Internet. Et donc elle m'a bien dit que voilà, elle était désolée parce que déjà elle venait de sortir d'une séparation, elle avait 2 enfants, donc c'est pas son but de détruire un mariage de 21 ans. Donc je lui ai parlé calmement et elle m'a parlé après elle a parlé calmement. Elle m'a dit écoutez, moi je vous promets de plus jamais chercher après votre mari, je veux plus du tout entendre parler de lui parce que moi il m'a dit qu'il était divorcé, qu'il était tout seul, donc vous voyez. Donc j'ai appelé mon mari. J'ai voulu en savoir plus. Au départ, il voulait nier. Il me dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Attends, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est n'importe quoi. Je dis bah attends, c'est pas n'importe quoi. Je viens d'avoir la personne au téléphone. Donc ça l'a surpris. Ça l'a surpris que j'ai pu appeler cette personne, enfin cette dame, pour avoir le carnet. Et donc, après, il était obligé de dire la vérité. Donc, il m'a expliqué que il se sentait seul, au fait, parce qu'on a un petit peu on va dire, on a des problèmes un peu dans notre couple. Il y a des jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oui. Donc, il avait un besoin de parler avec quelqu'un d'autre. Oui. Pour ça, il y a des psychologues en général ou des conseillers conjugales. Mais non, il a été voir une autre femme. Enfin, il a parlé avec une autre femme. Voilà. Donc, en fait, je vous appelle, je sais même pas, je cherche des conseils. Je sais pas quoi faire exactement. Sincèrement, j'en ai parlé plus à mon médecin traitant parce que j'étais vraiment sous le choc. Oui. Sincèrement, j'étais sous le choc. D'autant plus que, en étant jeune, moi, personnellement, j'ai vécu ça avec mon père qui a trompé ma mère. Et donc, ça m'est revenu comme ça en pleine figure. Oui, c'est pour ça que ça vous bouleverse d'autant plus. Oui, non, mais sincèrement... Mais votre père trompait beaucoup votre mère ? Oui, il l'a trompé pendant des années. Il a eu d'autres enfants. C'est un homme infidèle. Ah, il a eu d'autres enfants ? Oui, il a eu carrément d'autres enfants avec une autre femme. Ouais. Donc, ce qui n'est pas le cas de votre mari, non, ça n'a rien à voir. Sincèrement, jusqu'au jour de là où j'ai découvert ça, c'est pas quelqu'un, il est très timide, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses enfants, qui s'investit dans la maison. Bon, là, il est en déplacement à Paris parce qu'il avait créé son entreprise et ça n'a pas trop marché, donc il fallait bien qu'il cherche du travail parce que moi, je travaille aussi, mais je travaille à mi-temps avec mes 3 enfants. Donc, pour s'en sortir, franchement, il se donne du mal. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que effectivement, quand il vous dit, vous dites votre couple traverse une période un petit peu difficile. Oui, déjà, ça peut arriver. Voilà. Écoutez, ça peut arriver. Tous les couples traversent à un moment des moments comme ça, des périodes un peu à marée basse. Et il ressent un peu de solitude, le besoin de parler. Alors, effectivement, la réponse que vous avez fait, il y a des psys pour ça. Oui, vous avez raison. Mais là, la facilité aujourd'hui, c'est Internet. C'est très facile, Internet. Il est beaucoup sur Internet. Alors voilà, si c'est quelqu'un qui déjà, et c'est un outil qu'il maîtrise bien, Internet, d'un clic, finalement, vous voyez, on peut dialoguer avec quelqu'un et on est quand même dans le virtuel, mais il est valorisé. Non, mais ce que je veux dire, pour le moment, il faut remettre aussi un peu les choses à leur place. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait les croire quand il vous dit qu'il n'a pas rencontré cette femme. C'est-à-dire, c'est le besoin, peut-être à un moment, quand on ressent un peu de vide, d'ennui dans sa vie, de se sentir un peu valorisé. À nouveau exister alors à travers des échanges, quelqu'un comme ça qui vous dit que tout d'un coup vous existez, vous êtes valorisé, voilà, par quelques échanges qui restent virtuels. Il faut pas forcément aller penser, voir plus loin, et ça veut dire aussi que dans votre relation de couple, actuellement, il peut y avoir, vous le dites vous-même, il y a un manque, vous traversez une zone un peu compliquée de turbulence, et c'est important de pouvoir en parler avec lui. Oui.
Plutôt que, si vous voulez, de l'accabler et de mettre cette femme entre vous deux. Oui. Parce que ça serait lui donner certainement beaucoup trop d'importance. Justement, c'est pour ça que je viens à votre émission, parce que je vous dis sincèrement, d'autant plus que c'est une personne, mon mari est quelqu'un de très réservé en général, il a pas beaucoup d'amis, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui boit, qui fume, je veux dire, oui. Voilà, et sincèrement, vis-à-vis de ces enfants, ce qui m'a un petit peu bouleversée quand même dans cette histoire, même si, on va dire, je mets quand même entre guillemets virtuel, c'est quand même quelqu'un qui s'investit beaucoup dans la famille, pour les enfants. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, c'est le fait qu'il s'est présenté comme un homme divorcé. Oui, mais comment voulez-vous qu'il se présente? Il va pas dire, en général, il va pas dire, oui, je suis mariée et je suis en couple. Bon, c'est plus facile. Il s'invente une autre vie. Ouais. Pour dialoguer, pour à un moment s'évader, il est quelqu'un d'autre. Le temps où il est sur Internet. Ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire que ils endossent une autre peau, un autre personnage. Hein? Alors évidemment, pour vous, il y a quelque chose de blessant de dire à quoi joue-t-il? Oui. À être quelqu'un d'autre. Le temps d'un moment où il s'évade un peu de sa vie. Je lui ai posé la question à savoir comment, je sais même pas comment ça lui a traversé l'esprit de dire qu'il était divorcé. Je dis non mais. Oui. Que vous a-t-il dit? Voilà, mets-toi 2 secondes à ma place. Oui. Parce que moi, je vous dis sincèrement, c'est ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit, écoute, si toi tu découvrais ça sur mon portable, tu découvrais que moi j'entretenais une relation virtuelle ou autre. Il m'a dit, ça, je te le dis tout de suite, c'est clair et net, je ne l'accepterai jamais. Donc, vous voyez, pour moi, il l'accepte pas. Mais pour lui, c'est logique. Il m'a dit, c'était juste pour passer du temps, c'est parce que je passais des moments difficiles. D'accord, il passait des moments difficiles. Dans ces cas-là, on en parle, même si on a des problèmes, je suppose, comme tous les couples. Mais c'est pas une raison d'aller voir ailleurs, quoi. Alors, d'abord, il est allé voir ailleurs par l'intermédiaire d'un écran. C'est-à-dire, il s'évade par un écran. Avec cette personne, il a téléphoné, elle l'a appelé, elle lui a envoyé des SMS. Donc, cette personne, elle existe quand même. Oui, elle existe. Oui. J'ai pas dit qu'elle n'existait pas. C'est-à-dire, mais il est dans quelque chose qui nourrit son imaginaire et qui lui permet de s'évader et en même temps qui le rassure. Qui le rassure un peu sur lui-même. Bon. Qui est un leurre, finalement. C'est un leurre, mais ça le rassure à un moment de sa vie où il doute. Alors, après, il s'agit de voir quels sont les problèmes que vous rencontrez et comment vous pouvez les surmonter ensemble. Oui, là, on en a discuté, je vous assure. Bon, il m'a appelé à plusieurs reprises, en disant qu'il reconnaît qu'il a fait une grave erreur, qu'il sait que c'était pas une chose à faire. Il se sent quand même coupable. Bon, c'est déjà ça, il s'est excusé, mais c'est pas pour autant. Je vous dis, moi, il y a mon enfance qui revient comme ça, mais c'est pour ça. Pour des gens, ils vont dire, un SMS, c'est pas la fin du monde, échanger un SMS ou mais ça vous renvoie à votre père. Ça vous fait très peur. Voilà, ça me fait très peur et c'est un truc... Comme si vous étiez replongé en arrière en disant... Moi, ça y est, c'est tout de suite, même si c'est que virtuel ou quoi, là, dans ma tête, ça se bouscule dans tous les sens. Je me dis, il y a peut-être eu autre chose. Il a beau m'affirmer mais vous voyez... Ça fait 21 ans que vous êtes avec cet homme. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, oui. Et mon garçon, il a 15 ans, celui qui a découvert ce message. D'ailleurs, vous voyez, quelqu'un qui serait vraiment habitué à l'infidélité, qui serait habitué à la double vie, ne se ferait pas piéger comme il s'est fait piéger. Voilà, vraiment, parce que franchement, c'était stupide. Aller donner, que ça soit sur le portable de son fils, c'est vraiment, c'est vraiment le débutant qui se fait prendre. Mais alors, il s'est fait prendre, mais comme un bleu. Ah oui, mais en beauté. Mais vraiment, je vous assure que la personne qui
qui mène une double vie, tout est hyper cloisonné. Il se fait pas prendre là, il se fait prendre, mais la main dans le sac, quoi. Oui, carrément. Et... Donc c'est ça déjà, je veux dire, ça plaide en sa faveur parce que ça montre qu'il n'est pas dans la dissimulation. Il sait pas, il se fait prendre, mais vraiment la main dans le pot de confiture. Vous voyez, alors c'est pas quelqu'un qui vraiment, vous voyez, votre père, lui, il a eu des enfants avec une autre femme, votre mère, elle se rendait compte de rien. Non. Ben oui. Parce que dans ces cas-là, tout est hyper cloisonné, on se rend compte de rien. Père, oui, il était vraiment. Ben oui. Il a vu une double vie. On l'a découvert une fois qu'on était grand. Je vais vous dire, on a découvert qu'on avait d'autres frères une fois qu'on était un peu plus grands, mes frères et moi. Oui. Ouais. Oui, alors que là, votre mari, c'est presque, il donne le bâton pour se faire battre, presque pour qu'à un moment vous vous en rendiez compte et que vous l'arrêtiez. Enfin, c'est presque un acte manqué, j'ai envie de dire. Je sais pas exactement, c'est ce que je lui dis. Je lui dis parce que là, franchement, de donner ton portable, d'autant plus que tu donnes ce numéro à d'autres personnes, donc tu cherches à, je sais pas si c'est pour m'alerter, je sais pas. Oui, mais c'est possible. C'est-à-dire que ça fait un peu acte manqué, c'est-à-dire dans le sens. C'est pour attirer mon attention. C'est-à-dire, c'est un peu, voyez, on fait quelque chose et inconsciemment pour que ça soit découvert là. Ah oui, et d'autant plus qu'il me dit, je lui demande, je lui dis, mets-toi à ma place 2 secondes. C'est vrai, j'étais vraiment choquée. J'étais vraiment, je savais pas du tout quoi faire parce que j'étais désemparée. En plus, c'était vraiment terrible parce que c'est mon garçon qui l'a découvert. Donc il me dit non, moi tu fais ça, c'est clair et net, je l'accepte pas, je te le dis tout de suite. Vous voyez, donc c'est ça. Oui, mais ça veut dire que ça veut dire qu'en gros votre mari il tient à vous, il a pas envie de se séparer de vous, parce que sinon il aurait pu saisir l'occasion en disant bah oui, il faut que je te dise, voilà, j'ai quelqu'un, ça ne va plus, là tu vois bien qu'on traverse, c'est une crise, j'en peux plus, je supporte plus cette relation, et bon, non pas du tout. Quand vous lui dites mets-toi à ta place, mets-toi à ma place, qu'est-ce que tu ferais, il dit je le supporterai pas. Ça montre que lui, cette situation le ferait souffrir, et que il tient à vous et qu'il a pas envie de vous perdre. Donc c'est comme vous dites, c'est bon, malheureux que votre fils l'ait découvert, mais votre fils il a 15 ans, vous pouvez dire j'ai essayé de un peu le rassurer en disant écoute, t'inquiète pas, ça c'est des choses qui arrivent, c'est peut-être d'ailleurs une erreur, t'inquiète pas. Il y a eu une erreur, il est peut-être pas dupe votre fils, mais vous rentrez pas trop là-dedans parce que c'est vos histoires à vous de couple et dire ne t'inquiète pas, ça je vais voir avec papa, mais je pense qu'il y a dû y avoir une erreur. Et vous évitez de parler de ça devant lui pour ne pas l'inquiéter. D'ailleurs, je l'ai effacé. Voilà. Carrément Bon, et puis moi je pense que inconsciemment il a fait en sorte que oui, vous découvriez cela d'une certaine façon pour arrêter les choses. Et donc maintenant il faut pouvoir parler avec lui et parler de peut-être de vos difficultés, arriver à les surmonter et faire en sorte que ça soit vous qui puisse parler, qui se sentent un peu moins seuls. Et vous en avez traversé d'autres, des difficultés en 21 ans. Bien sûr. Donc vous allez aussi surmonter ça. Et donc dites-vous surtout, finalement, le plus grand danger, si vous voulez, pour le moment, vient de vous et de votre angoisse. C'est-à-dire avec de parallèles. Bien sûr, je suis terriblement. Oui. Parce que c'est votre histoire et vous faites le parallèle avec votre père. Mais votre mari n'est pas votre père, là. Voilà. Voyez, ça peut arriver. Mais le problème, c'est la confiance. Vous savez, oui, quand mais vous êtes avec une personne pendant 21 ans, vous le connaissez, vous savez comment il est. Sincèrement, on était très proches, mais après, je vous dis, la vie fait que on a des hauts et des bas comme tout le monde. Il a besoin d'être rassuré. Voilà. Bon, donc, vous pouvez le rassurer, vous, mais à condition que vous là, apaisiez. Pour l'instant, je peux pas le rassurer. Mais je suis perturbée. Mais ne perdez pas confiance en vous. Ne perdez pas confiance en vous. C'est ça. Vous êtes. C'est pas la même histoire que vos parents. Au besoin, allez un peu en parler. Vous en avez parlé à votre médecin traitant. Peut-être parlez-en un peu. Oui, ce qu'il m'a dit, vous savez, en ce moment, il y a que ça, parce que c'est vrai qu'avec Internet, avec
c'est vrai que des histoires sur Internet... Oui, ça vaut pas le coup de mettre en l'air comme ça et de vous laisser déborder par ça. À la rigueur, je le soupçonnerais vraiment d'une relation extra-conjugale. Non, il s'agit pas de ça. Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu quoi que ce soit, j'ai jamais soupçonné. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui va en boîte de nuit. Je veux dire, il boit pas, il fume pas, il est vraiment... Mais c'est pour ça, ne vous laissez pas déborder par ça. Si, je suis débordée par mes émotions. Oui, mais alors, peut-être, vous voyez, je reçois un mail de Lulu qui dit, bon, je comprends votre détresse et peut-être, à ce moment-là, ça serait bien d'aller en parler. Un peu, dit Lulu, à un thérapeute, avoir quelques séances pour faire la part des choses entre ce qui relève de votre histoire, de l'histoire de vos parents et de ce que vous vivez actuellement dans votre couple. C'est pas la même chose, hein, pour pas bien faire la part des choses. Oui, là, dans les médias, j'ai pas réussi à faire la part des choses, justement. C'est comme vous dites, vous avez tout à fait raison. L'histoire de mes parents, c'est pas la mienne, c'est clair et net. C'est pas du tout la même chose. Mais enfin, vous voyez, je sais pas. D'un seul coup, pour moi, tout est lié. Vous voyez, je suis vraiment dans le brouillard. Oui, mais parce que ça se télescope avec votre passé, d'accord ? Tout est lié parce que ça vous angoisse, ça renvoie à l'histoire de vos parents, mais l'histoire de vos parents n'est pas la vôtre. Donc ça serait important d'aller en parler un petit peu pour prendre du recul, prendre de la distance et être un petit peu moins débordé. Bon courage à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message de Lilia pour Léa qui dit: votre mari a peut-être eu besoin de rêver un moment de doute. Pourquoi ne pas dédramatiser un peu la situation par une discussion ? Il faudrait déjà que Léa puisse un peu s'apaiser. Et c'est vrai qu'il y a des choses de son histoire personnelle, de son histoire familiale qui remontent à la surface là. Donc il faudrait qu'elle puisse en parler pour un peu faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire familiale et ce qui relève de l'histoire de son couple. Et puis il y a Bertrand, je le remercie, qui a appelé le 3921, mais il pouvait pas témoigner après minuit, qui voulait revenir sur le témoignage de Jean. Jean qui était fonctionnaire et qui avait un problème avec sa directrice. Bertrand dit: je suis DRH dans une collectivité, il faudrait que Jean s'adresse à la DRH de sa collectivité, on ne pourra pas lui refuser un rendez-vous, mais un courrier trop frontal qui met en accusation pourrait se retourner contre lui. Allez, on va accueillir maintenant Marie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Je vous avais appelé au mois de septembre en vous faisant part de mon inquiétude pour ma fille qui était enceinte donc de jumelles, oui, et dont le test de grossesse avait révélé une toxoplasmose récente. Ah oui, je me souviens. Oui. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Qu'elle avait été voir la gynéco et que la gynéco lui avait annoncé qu'il y en avait 2. Oui, tout à fait. Et qu'après, elle ne savait plus et j'étais très inquiète. Alors, comment comment va-t-elle? Comment vont les... Alors, belle et bébé, ils sont nés. Ah, bon. Voilà, les 2 petites filles sont nées. Elles ont maintenant... 2 petites filles. 2 petites filles, oui. D'accord. Enfin, ce sont des fausses jumelles. Oui. Une de 2,3 kg et l'autre de 2,9 kg. Elles sont belles, oui. Oui, et donc elles ont 6 semaines et bon, oui, tout va bien. Bon, félicitations alors. Oui, merci. Donc vous êtes l'heureuse grand-mère de petites filles. Maintenant 3 petites filles, puisqu'il y en avait une de 3 ans et demi. Et donc, puis j'ai mon fils qui attend aussi. Je me retrouve avec 3 naissances en une année. Voilà. Oh là là, oui, ça c'est une magnifique année là. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que c'est du boulot, mais c'est vrai que c'est vraiment beau, quoi. J'avais jamais vu les jumelles comme elles se recherchent. Elle peut pas les mettre ensemble parce que elles se cherchent. Oui. C'est rigolo. Oui, elles sont toutes petites comme ça, elles se. Ah oui. Comment vous dites elle peut pas les mettre ensemble? Parce qu'elle avait essayé d'aménager. Pourquoi elle les met pas ensemble? Parce que quand il y en a une qui braille, elle réveille l'autre. Ah oui, mais bon. C'est dommage de les séparer, je trouve. Alors, là, apparemment, elles ont 6 semaines et apparemment, depuis 2 jours, elles font minuit, 5 heures du matin.
Alors peut-être qu'elle va réussir après, mais c'est vrai qu'elle m'envoie des photos, parce qu'elle est à 800 km, elle m'envoie des photos et j'ai vu que là, elles étaient ensemble. Ah oui, parce que, enfin oui, moi j'aurais tendance à dire c'est important de les voyez, mettre ensemble. ah oui, c'est important. Quand elles sont tout bébés, hein. Après, c'est important de les différencier, de les, comment dire, vous voyez, je suis pas du tout pour que les habiller pareil, et au contraire, parce qu'elles vont avoir, elles ont leur personnalité, même petits, on voit très vite les personnalités qui s'affirment, mais bon, mais qu'ils aient même des amis différents et autres en grandissant. Mais tout petits comme ça, elles sont tellement petites, vous voyez, elles ont 6 semaines, elles ont vécu, même si c'était des fausses jumelles, donc dans des poches différentes, mais elles étaient quand même dans un espace dans l'utérus, donc très clos comme ça, et donc il y a déjà la séparation de la naissance, et donc en plus la naissance c'est quand même un traumatisme, hein, la naissance, donc les séparer en plus, si vous voulez, vous voyez, vous le dites, elles se cherchent, donc elles se rassurent. C'est vrai que bien sûr que c'est vrai que pour les parents, s'il y en a un ou une qui pleure, elle réveille l'autre, mais en même temps elles peuvent aussi s'apaiser par la présence de l'une ou de l'autre, par l'odeur, par le contact. Oui. Alors, on a très bien senti que la petite, celle qui, enfin, on dit la petite parce qu'elle fait, il y a quand même 600 grammes de différence. Oui, c'est beaucoup, hein. Oui, on sentait, elle, et j'ai dit à ma fille, parce que quand j'ai été la voir, elle pleurait et ma fille n'arrivait pas à la calmer. Oui. Et moi non plus, j'ai pas réussi. À un moment donné, elle me dit, écoute maman, on va la mettre dans sa chambre parce que c'est vrai que au bout d'un moment, c'est vrai que c'est dur quand même. C'est dur, oui, un bébé qui pleure beaucoup tout le temps. Et donc, dans sa chambre, elle s'est apaisée ? Non. Et ma fille en a parlé à la puéricultrice qui est venue lui rendre visite. Elle lui a avoué, elle lui a dit, écoutez, je l'ai mis dans sa chambre et elle lui a dit, ne faites plus ça, prenez-la parce que c'est un tel déjà. Elle est trop petite pour la mettre, oui. Elle dit prenez-la dans vos bras et c'est vrai que oui, ça peut durer quand même longtemps, mais elle lui a expliqué que c'était déjà très dur la naissance et que oui, tout petit, autant on peut pas dire qu'ils font, si vous voulez, là on est vraiment très loin des caprices, hein, voyez, voilà, parce qu'on entend encore malheureusement, même sur des tout petits comme ça, on entend sur des tout petits bébés, on entend parfois encore des gens dire il faut qu'il fasse sa voix, ou il va vite prendre des mauvaises habitudes, ou il fait un caprice. Non, on fait pas des caprices à 6 semaines, on fait pas des caprices jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait pas de caprices. C'est des tout petits qui ont besoin d'être apaisés, sécurisés, et plus ils vont acquérir cette sécurité intérieure en étant contre le corps, contre la chaleur, si vous voulez, qu'il y ait une continuité en répondant le plus possible et le plus vite possible à leurs besoins, plus ça fera des bébés calmes et sereins par la suite. Des enfants calmes et sereins par la suite. Alors qu'au contraire, en voulant dire non, je cède pas, ils vont voir et c'est pas moi qui cède, puis au contraire, ça fait des enfants anxieux. Oui. Donc, il faut vraiment les sécuriser au maximum. Alors, c'est vrai que quand on est fatigué soi-même, quand les mamans sont fatiguées, ça peut être angoissant et qu'on n'arrive pas bien à décoder, surtout dans les premiers temps, pourquoi le bébé pleure. Elle va apprendre aussi pourquoi. Après, on dit tiens, ça c'est des pleurs parce qu'il a faim, parce qu'il a mal, parce que elle va déceler. Mais c'est important quand même de les garder un peu sur soi, de les bercer, de leur chanter des petites berceuses, un petit peu de les masser, mais surtout pas les enfermer seuls dans une chambre et tout. Non. Elle a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'elle a maintenant une ceinture, je sais pas, c'est pas un porte-bébé, c'est une ceinture. Qu'on se quitte, on n'aura pas la solution, mais l'important c'est qu'elle ait trouvé une solution et je suis ravie que ça se passe bien pour votre fille et pour ces petites filles. Merci de nous avoir donné des nouvelles, je vous embrasse. Faites-leur de grands câlins de ma part. Au revoir. Merci. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves, excellent week-end. Il est maintenant 1h sur Europe 1.